Alors bonsoir et merci d'être venu soutenir notre ami. Je parle en disant. Donc bonsoir et merci d'être venu pour ce premier rendez-vous de l'année. Donc c'est organisé par la direction de la recherche, du transfert et de l'innovation de l'Université de Corse, en partenariat avec le réseau Canopée de Corse, le club CNRS du lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio, qu'on a perdu en route, également Radionnet, qui est ici, et avec l'aide du Crous de Corté. Donc, ces rendez-vous de doctorants vont se dérouler une fois par mois, normalement en présentiel, et en même temps, il y a une visio qui est organisée par nos amis du réseau Canopée Corse. Et avec Radionnet, bien, nous allons essayer de réaliser des podcasts qui seront ensuite mis à disposition sur les sites de l'université des différents laboratoires. Donc voilà, l'objectif, c'est d'essayer de diffuser le plus possible par différents médias le contenu des recherches et de valoriser nos doctorants de l'Université de Corse. Alors ce soir, nous avons le plaisir de commencer ces rendez-vous avec Vincent Ticouz, qui est doctorant à l'Université de Corse au sein de l'équipe Bioscope Corse Méditerranée. Donc je vais le laisser se présenter dans un petit moment. On va voir une présentation PowerPoint. Et ensuite, nous aurons un petit moment d'échange. Alors, on espère qu'on récupérera nos copains en ligne. Et si jamais je vous ferai part de leurs remarques et de leurs questions. Et puis, voilà, donc une bonne conférence. Et encore une fois, merci. Vincent, quand tu veux. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Ticouz, je suis doctorant à l'Université de Corse dans le laboratoire UR Bioscope et à l'Université d'Aix-Marseille dans le laboratoire de l'unité des virus émergents à l'Institut hospitalier universitaire de la Timone. Je vais vous présenter aujourd'hui une présentation qui s'intitule « La course au diagnostic à la poursuite de la pandémie de demain ». Je ne sais pas comment on fait pour... Ok. Les années 1970 ont vu naître le mythe du contrôle absolu des maladies. Pourquoi? Grâce à un arsenal dont disposaient les médecins, tout d'abord les antibiotiques, qui permettaient de traiter les infections bactériennes efficacement, mais aussi les campagnes de vaccination de masse qui ont permis l'éradication de fléaux comme la variole. Ici, on a deux exemples d'enfants qui sont jumeaux, un qui était vacciné et un qui était non vacciné. Et on voit que si les deux enfants sont symptomatiques, donc ont des symptômes, qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux puisque un est beaucoup plus, a des symptômes beaucoup plus importants que l'autre. Donc, en fait, grâce à cet arsenal dont disposaient les médecins, beaucoup d'entre eux, et principalement le docteur William Stewart, qui était chirurgien général des États-Unis et épidémiologiste, qui l'ont conduit en fait à déclarer en 1978 « Le moment est venu de fermer les livres des maladies infectieuses et de déclarer la guerre contre les pestilences ». Sauf que 3 ans plus tard, apparaissait le virus de l'immunodéficience humaine qui causa la mort de 35 millions de personnes en 40 ans et qui était donc devenue la plus grande pandémie des temps modernes. Alors pourquoi l'éradication des maladies infectieuses est un graal inaccessible? Parce que tout comme les êtres vivants, même si les virus ne sont pas considérés comme des êtres vivants, ils en ont toutes les particularités. Comme tous les êtres vivants, les virus, ils évoluent, ils s'adaptent. Ils s'adaptent tout d'abord à de nouveaux hôtes. C'est ce qui s'est passé dans le virus de l'immunodéficience simienne, donc qui d'abord touchait les singes, a passé la barrière intra-espèce et de devenir le virus de l'immunodéficience humaine dû à la consommation de viande de brousse, donc de singes. Ils peuvent aussi s'adapter aux antibiotiques, mais aussi aux vaccins. Et aujourd'hui, les infections résistantes aux antibiotiques sont déjà responsables de 700 000 décès par an. Et l'OMS a estimé qu'en 2050, il y aurait plus de 10 millions de personnes qui mourraient par an de cette antibiorésistance. Elles peuvent aussi s'adapter à de nouveaux modes de transmission, et donc, comme les tiques ou les moustiques, et donc, en fait, se développer vers d'autres continents, vers d'autres lieux. Il y a aussi d'autres facteurs qui rendent impossible l'éradication des maladies, c'est les changements globaux dus à l'anthropisation, dus à l'homme.
Tout d'abord, parmi ces facteurs, il y en a plusieurs, mais j'en ai décidé que d'en montrer deux. C'est la destruction des espaces, des écosystèmes naturels et l'urbanisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette destruction des écosystèmes et de l'urbanisation, elle augmente les contacts avec les hommes et les animaux étant source de maladies. Tout d'abord avec les animaux domestiques, avec donc les élevages intensifs qui favorisent les épidémies de virus respiratoires, comme la grippe porcine, la grippe aviaire, mais aussi en contact avec des animaux sauvages. Par exemple, le nouveau coronavirus, donc le SARS-CoV-2, proviendrait d'une chauve-souris, et le MERS-CoV, qui est apparu avant, proviendrait de dromadaires. Et en fait, c'est dû à l'introduction de l'homme dans le cycle de vie des maladies, et l'homme devient donc un hôte accidentel. Il y a aussi l'augmentation des températures qui favorise l'émergence de maladies. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, c'est la carte de présence du virus, du moustique Aedes albopictus, donc le moustique tigre. Et on voit qu'en 1980, il avait une aire de répartition qui était moindre que celle d'aujourd'hui, puisque grâce au réchauffement climatique, il a pu en fait s'adapter à de nouveaux endroits, parce que ces endroits étaient grâce au réchauffement climatique, favorisaient en fait l'adaptation de ces moustiques. Donc, si les épidémies sont inévitables, eh bien, on peut quand même s'y préparer. Et c'est là, en fait, que rentre ma thèse qui s'appelle holistique. C'est un jeu de mots entre holistique, qui veut dire étudier une chose dans son ensemble éthique, identification et maîtrise des maladies vectorielles. Alors, qu'est-ce que c'est une tique? Alors, une tique, c'est un parasite hématophage des vertébrés. Vous avez sur la diapo les 8 espèces de tiques qu'on retrouve en Corse. Et en fait, elles ont 3 stades. Larves, nymphes, adultes. Et à chaque stade, en fait, elles se nourrissent sur un hôte. Donc, elles se nourrissent qu'une seule fois par stade. Comme vous voyez à droite, en fait, la tique, à droite à gauche, du coup, sur la diapo, la tique, c'est un arthropode qui est très proche des araignées. Elle fait partie donc de la famille des arachnides. Et en fait, elle dispose, comme les araignées, de chélicères qui leur permettent en fait de creuser dans la peau et d'un hypostome qui forme une paille qui lui permet en fait d'aspirer le sang. Et en fait, les tiques, elles ont la particularité de toucher un grand nombre de vertébrés. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'elles peuvent aussi toucher les oiseaux, mais aussi les reptiles. Et il y a même des espèces de tiques qui sont spécialisées dans le parasitisme des tortues. Alors, pourquoi étudier les tiques? Alors, il faut savoir que les tiques sont les premières vectrices, sont les premiers vecteurs, les premières vectrices de maladies dans les pays développés. Et il y a aussi de nombreux virus pathogènes et parfois mortels qui sont découverts chaque année dans le monde. Il y a aussi une augmentation des aires de répartition des tiques. Pourquoi? Parce que les tiques sont transportées par les oiseaux migrateurs sur de longues distances et grâce au réchauffement climatique, eh bien, elles peuvent survivre du moins et s'implanter sur de nouveaux territoires grâce au réchauffement climatique rend ces territoires plus cléments. Et en fait, pourquoi étudier les tiques en Corse? Parce que si vous voulez, les spécificités particulières de la Corse, elles favorisent une écologie d'agents pathogènes émergents transmis par les tiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Corse, elle se trouve, le fait que ce soit une île, ça fait qu'il y a un climat qui est plus clément que sur le continent, même à la même latitude. Et en fait, on a des populations de tiques à la fois africaines, des populations de tiques méditerranéennes, mais aussi des populations de tiques européennes. Et comme chaque espèce de tique est vectrice de pathogènes différents, chaque espèce de tique en fait est vecteur de différents pathogènes en fonction de l'espèce. Eh bien, le fait d'avoir des populations de tiques africaines, méditerranéennes, européennes, ça veut dire qu'on va retrouver aussi une population de pathogènes, africains, européens et méditerranéens. Et en plus, c'est que la situation en Corse, elle est précurseur d'une situation future en Europe à cause de ces changements globaux, parce que les populations de tiques qu'on retrouve en Corse, elles vont, avec le réchauffement climatique, en fait, augmenter vers le nord, donc ces populations vont augmenter vers le nord, et donc se préparer aux épidémies en Corse, c'est se préparer aussi aux épidémies futures qu'il y aura en Europe. Alors, comment on fait pour maîtriser une maladie? Ben, tout d'abord, pour savoir comment maîtriser une maladie, il faut pouvoir l'identifier. Il faut savoir contre quoi on combat. Alors, nous, comme on étudie les maladies transmises par les tiques, on part du matériel de base, c'est les tiques. Donc, comme chaque espèce de tique, comme j'ai dit tout à l'heure, est vectrice d'agents pathogènes différents et parasite des hôtes différents, on va collecter des tiques sur différents animaux. Donc, on a collecté des tiques sur des bovins, des sangliers, des moutons, des chevaux, des lapins, des lièvres, sur des animaux aussi domestiques comme les chiens et les chats. Et en fait, ça nous permet d'avoir une diversité d'espèces de tiques et une diversité d'agents pathogènes. Alors, comment on identifie l'agent pathogène responsable d'une maladie? Donc, à l'Université de Corse, on utilise une technique qui s'appelle la réaction en chaîne par polymérase, ou la PCR conventionnelle. Et en fait, cette technique, elle permet
de détecter les agents, les gènes, en fait l'ADN, des virus ou enfin, des pathogènes de manière générale par famille. Donc en fait, ça permet une détection des pathogènes large. On ne va pas cibler un seul pathogène, on va en cibler toute la famille. Ça fait qu'en fait, déjà, on ne passe pas à côté d'une maladie auquel on n'aurait pas pensé, mais surtout, ça permet de détecter des agents pathogènes inconnus. Et le problème de cette technique, c'est qu'elle nécessite quand même beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Elle coûte assez cher parce qu'elle nécessite un séquençage. En fait, le séquençage des gènes, c'est quoi? En fait, si vous voulez, le séquençage des gènes, ça nous permet d'avoir les gènes de notre pathogène qu'on recherche. Et en fait, les gènes sont une recette qui permet de recréer la vie, de recréer, par exemple, un être vivant, mais aussi un virus. Et ils sont uniques, donc à chaque être vivant, ces gènes sont uniques à chaque être vivant et pour chaque espèce de virus. Donc, nous, une fois qu'on a séquencé nos gènes, on va comparer nos séquences, nos gènes, en fait, avec une banque internationale qui s'appelle GenBank. Et en fait, tous les chercheurs ont une obligation, avant de publier un article, de publier ces séquences dans GenBank. Ça permet, en fait, d'avoir des archives de plus en plus complètes. Donc là, on a deux possibilités. Soit nos gènes, ils correspondent à un virus déjà présent sur GenBank. Donc, c'est la détection d'un pathogène connu. Par exemple, dans notre échantillon, on a le virus de la dengue. Eh bien, lorsqu'on va le comparer sur GenBank, eh bien, on va voir qu'il ressemble pratiquement à 100% à la dengue. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on n'a qu'une correspondance partielle. Par exemple, on retrouve que 50% de gènes de notre virus qui ressemble à la dengue. Eh bien, on sait que c'est un virus qui fait partie de la famille de la dengue, mais ce n'est pas tout à fait la dengue, donc c'est un nouveau virus. C'est une correspondance partielle. Et c'est comme ça qu'on identifie un pathogène. Ensuite, pour maîtriser une maladie, il faut pouvoir la détecter. Alors, en moyenne, une épidémie, elle double, bon, ça dépend vraiment des épidémies, mais en moyenne, une épidémie double toutes les semaines. Ça veut dire qu'une épidémie peut passer de 1 malade à peu près 70 malades en seulement 3 mois. Ici, on a un exemple d'épidémie sans capacité de diagnostic. On voit qu'au bout de 6 semaines, on passe, à partir d'un individu, on passe à 405 cas, si on augmente si un individu en contamine 2 autres. Et en fait, 405 cas, ça peut déjà mener à une saturation des hôpitaux et augmenter le taux de mortalité, puisque du fait que les hôpitaux soient saturés, il y a du coup des soins qui ne peuvent pas être administrés. Ensuite, ici, on a un exemple d'épidémie avec une capacité de diagnostic. En fait, la capacité de diagnostic, elle va permettre de détecter l'épidémie très tôt grâce à un système de diagnostic qui est déjà mis en place. Et elle va permettre les premières quarantaines, mais aussi les mises en place de mesures de prévention. Ça va réduire en fait le taux d'infection d'un individu envers d'autres individus. Et on voit qu'en 6 semaines, on n'est qu'à 44 cas, donc c'est à peu près 10 fois moins de cas. Et c'est comme ça en fait qu'on contient une maladie. Alors, pour maîtriser une maladie, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord la détecter. Et un système de diagnostic qui permet déjà donc, de détecter une épidémie rapidement, donc de mettre en place des mesures stratégiques d'endiguement, comme des quarantaines, de la prévention, et ça permet aussi une meilleure prise en charge des patients. Parce que pour certaines maladies, en fait, comme chaque maladie demande un traitement différent, de savoir au plus tôt de quelle maladie est atteint un patient, ça va permettre de lui administrer un traitement qui est plus efficace. Donc ça diminue les formes graves, ça augmente le taux de rémission, et ça permet la mise en place de mesures sanitaires comme les plans blancs. Par exemple, on a vu que la capacité de diagnostic était, le containment d'une maladie était relié à la capacité de diagnostic lors de la dernière épidémie d'Ebola. En fait, il a fallu 3 mois pour identifier la cause de l'épidémie, que c'était Ebola, Ebola. Il a fallu 1 an pour implanter un système de diagnostic efficace, sauf que c'était bien trop tard puisqu'il y avait beaucoup trop de chaînes de transmission et donc elles étaient impossibles à casser et l'épidémie est devenue incontrôlable. Donc le manque de tests de diagnostic, c'est une perte de temps et de ressources. C'est pour ça qu'il faut planifier, investir et développer ces systèmes et cette capacité de diagnostic avant l'émergence sanitaire. Alors comment on crée un système de diagnostic rapide? Alors nous, ce qu'on crée, ce qu'on design, ce qu'on crée à l'Université de Corse, ça s'appelle la Real-Time qPCR. C'est la PCR dont vous entendez quand vous faites un test Covid. En fait, c'est la technique de référence pour détecter le génome des virus. Alors, comment ça marche? Donc, une fois qu'on a les gènes du pathogène qui est retrouvé dans les tiques, donc par exemple, on a un pathogène X qu'on a retrouvé dans les tiques, on a séquencé ces gènes, on va créer, comme les gènes sont uniques à chaque être vivant, une cible spécifique au génome unique de l'espèce virale, donc de l'espèce du pathogène que l'on recherche. Donc, on va créer une sonde qui va venir se fixer sur le génome unique donc, de notre pathogène que l'on recherche. Et en fait, à une certaine température, cette sonde elle va émettre de la lumière, une fluorescence.
Alors, comment ça fonctionne? Donc, dans notre échantillon de départ, on a le sang, par exemple, du patient avec le virus à l'intérieur ou non, en fonction si le patient est atteint par la maladie ou pas, nos sondes qui vont venir se fixer et une enzyme qui s'appelle l'enzyme polymérase. À 72 degrés, si vous voulez, l'enzyme polymérase, ce qu'elle va se créer, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va doubler le brin d'ADN. Donc, à 72 degrés, on va avoir chaque brin d'ADN, donc chaque gène de notre virus qui va être doublé grâce à cette enzyme. Et ensuite, là, on redescend donc à 72 degrés, on monte, ensuite on redescend à 55 degrés et les sondes vont venir se fixer. Ça crée de la fluorescence. Et on fait plusieurs cycles, jusqu'entre 40 et 50 cycles en fonction du pathogène que l'on recherche, en fonction aussi des kits qui sont utilisés. Et en fait, à chaque cycle, on va avoir une mesure de la fluorescence. Et en fait, on a un résultat comme ça. Donc, on a des courbes, en fait, de la fluorescence sur le nombre de cycles. En fait, donc on voit par exemple 3 échantillons positifs, donc qui ont fait une courbe avec la fluorescence, et un échantillon qui est négatif, donc il n'y a pas de fluorescence, il n'y a pas de virus, donc la courbe reste plate. Et en fait, vous voyez en bas le CT. Le CT, en fait, c'est le cycle d'apparition de la courbe. Par exemple, pour la courbe orange, le CT c'est 2, pour la courbe bleue, le CT c'est 4, et pour la courbe violette, c'est 9. Et en fait, ça dépend de la quantité de virus de départ. Plus on va avoir de virus de départ dans notre échantillon, plus le CT va être faible. Et c'est pour ça que lorsque vous recevez vos tests Covid, si vous avez été testé en PCR, vous avez le CT. En fait, ça veut dire votre charge virale. Et plus il est bas, moins vous avez de charge virale. Et c'est pour cette raison-là, en fait. Donc, comment après on fait pour distribuer ces systèmes? Donc, une fois que ce système est créé, donc nous, on a créé plusieurs systèmes à l'Université de Corse. Une fois qu'ils sont validés, donc on les valide avec des virus qu'on retrouve de manière naturelle, des virus sauvages, et qu'ils sont validés, on sait qu'ils fonctionnent. En fait, on envoie ces systèmes à l'université, donc dans l'unité des virus émergents, c'est un laboratoire de l'Université d'Aix-Marseille où je suis aussi en thèse. Et en fait, ils ont mis au point un procédé de lyophilisation de ces systèmes. Et en fait, pourquoi? Parce que si vous voulez, les systèmes de PCR, ils nécessitent une congélation pour être stockés et une préparation du mix qui est assez compliqué. Et le fait de le lyophiliser, ça permet de stocker ce système de diagnostic, ce système de détection à température ambiante. Et il n'y a aussi aucune préparation de mix, puisqu'il suffit juste de rajouter de l'eau dans le tube et on a notre système qui est prêt. Alors, ça sert à quoi? Ça sert déjà à distribuer les systèmes, tout simplement par la poste, puisque comme il n'y a pas de nécessité de congélation, on peut les envoyer par la poste. Et aussi, comme ils sont stables à température ambiante, ça permet dans les pays en voie de développement comme qui n'ont pas de capacité de stockage réfrigéré, de pouvoir en fait garder ces systèmes de diagnostic à température ambiante. Et aussi, comme il ne nécessite aucune formation pour la préparation du mix, puisque c'est juste de rajouter de l'eau, il n'y a pas besoin en fait de former les gens, de manière complexe. C'est une formation qui dure une journée et vous avez un opérateur qui est prêt à faire donc à diagnostiquer. Et donc une fois encore, ça augmente la capacité du diagnostic. Comme je l'ai dit, la clé pour maîtriser une épidémie, pour se préparer, c'est la préparation. Et cette thèse, donc, elle permet d'être mieux préparé aux futures épidémies transmises par l'éthique, tout d'abord d'être préparé aux épidémies qu'il pourrait avoir en Corse, préparé aux futures épidémies qu'il pourrait avoir en Europe. Elle permet d'être réactif face à l'émergence de ces virus en Corse et à l'étranger, puisque on a une capacité de diagnostic, on a la capacité de diagnostiquer une épidémie dans les premiers temps de celle-ci, et aussi elle permet d'améliorer les connaissances épidémiologiques sur les arbovirus en Corse. Les arbovirus, c'est les virus transmis par les vecteurs. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.